Bonjour à tous et bienvenue à votre émission de santé sur Business 24 Africa. Aujourd'hui, nous faisons une petite incursion dans l'univers des animaux et notre thème aujourd'hui est comment vivre avec les animaux domestiques. Pour en parler, nous avons un vétérinaire sur notre plateau. Il s'agit du docteur Swaga. Bonjour docteur. Bonjour Irène. Bienvenue sur le plateau de Business Matin Santé. Alors docteur, nous avons une série de questions pour vous, pour que nos téléspectateurs certainement se posent. Alors, je voudrais qu'on commence déjà par donner la différence entre un animal domestique et un animal de compagnie. Merci Irène. Alors, l'animal domestique, c'est cet animal qui initialement était sauvage, mais qui a été socialisé par l'homme et au bénéfice de l'homme. L'homme va utiliser l'animal domestique pour faire soit l'élevage, pour son alimentation. Il va l'utiliser pour sa sécurité, il va l'utiliser pour le travail et il va l'utiliser aussi pour lui tenir compagnie tout simplement. Par contre, l'animal de compagnie, comme le nom le dit, c'est l'animal, c'est le compagnon de l'homme. Le compagnon de l'homme, l'homme va l'avoir en estime à tel point qu'il va plutôt le protéger. Il va faire en sorte que cet animal ne soit pas destiné ni au travail ni à la consommation. Et aujourd'hui, les animaux de compagnie peuvent être classés en deux grands groupes. Il y a ces animaux qui sont connus depuis longtemps, c'est le chien, c'est le chat que tout le monde connaît un peu. Mais aujourd'hui, nous avons une nouvelle classe d'animaux de compagnie, on les appelle les nouveaux animaux de compagnie. Ce sont des animaux plutôt sauvages ou alors quelques animaux domestiques que l'homme va amener dans son environnement pour vivre avec. Nous avons aujourd'hui des biches, des reptiles, des poulets, des civettes. Tous ces animaux-là, vraiment, c'est vraiment des nouveaux animaux de compagnie, comme ils disent, qui sont là aujourd'hui pour tenir compagnon à l'homme. Est-ce que les animaux, par exemple, ça c'est une question propre à moi, les animaux comme le poulet, par exemple, peuvent être de bons animaux de compagnie? Alors, ils peuvent être, tout dépend de comment l'homme lui-même va organiser la vie avec son poulet. Donc, le poulet va dormir dans la chambre avec son propriétaire. Le poulet va être là sur la table pendant que le propriétaire mange. En fait, l'objectif, c'est de tirer une certaine joie de la présence de l'animal. Donc, que ce soit un poulet, que ce soit un serpent, l'homme sait comment est-ce qu'il doit s'organiser pour vivre dans la joie avec son animal, si on peut dire comme ça. Quels sont les animaux de compagnie qu'on trouve très souvent là, dans les foyers africains et particulièrement dans les foyers ivoiriens? Les foyers, alors on va essayer peut-être de les classer par ordre de croissance. On a surtout le chien. Il a vraiment cette place de choix depuis des années qu'aucun animal ne peut lui arracher. Donc il y a le chien. Et même parmi les chiens, il y a deux classes. Aujourd'hui, l'Ivoirien est friand de deux sortes de chiens. Soit c'est les grands chiens, les chiens féroces. Je ne sais pas, c'est peut-être pour affirmer une certaine force, une certaine virilité, je ne sais pas trop, mais c'est vraiment la mode. Et puis il y a les tout petits chiens blancs, mais ça c'est des chiens qui sont vraiment aimés par les femmes et les enfants. Et au milieu, on a d'autres chiens qui sont là. Il y a aussi les chats. Il y a les chats qu'on trouve beaucoup dans les foyers ivoiriens. C'est souvent comme, si on peut dire, pour protéger un peu l'environnement de tout ce qui est rongeur. Il y a les chats. Et puis, ce qui arrive après, ce sont ces animaux, comme j'ai dit, les nouveaux animaux de compagnie, mais surtout les biches. On trouve de plus en plus de biches. On ne mange plus les biches, on les trouve dans les foyers. Les biches, on les prend, on envoie à la maison, on les cajole, on le soigne. C'est vraiment le petit bébé. Est-ce que ce n'est pas dû à la beauté même de la biche? Je pense que la biche, c'est dû à la beauté. Les gens aiment beaucoup la biche. C'est un bel animal et donc les gens sont très friands de la biche actuellement. Donc ce sont les trois animaux là qu'on trouve très souvent. Classés, oui, si on les classe, bien sûr, on trouve d'autres animaux qui sont... Aujourd'hui, on trouve des civettes dans les foyers. On trouve il y a des lapins aussi qu'on trouve beaucoup. Il y a beaucoup de lapins. Et on trouve les oiseaux. Les perroquets, et puis les tout petits oiseaux. Je crois que la beauté, la couleur de ces oiseaux fascine beaucoup. Donc, on commence à les trouver dans les foyers aujourd'hui. Alors, je suis avec le docteur Swaga, elle est vétérinaire et aujourd'hui, nous parlons de comment vivre avec les animaux de compagnie. Docteur Swaga, y a-t-il un risque de santé à avoir et à vivre avec un animal domestique? Un animal de compagnie, pardon. Un animal de compagnie, oui.
Oui, on peut dire qu'il y a un risque. Mais avant de parler des risques, je vais quand même dire pourquoi est-ce que la population aime tellement avoir la compagnie des animaux. C'est vrai que nous ne sommes pas du même monde, chacun a son monde un peu, mais l'animal apporte beaucoup à l'homme, il faut le savoir, sur beaucoup de plans. Hein. Si on prend ne serait-ce que le plan social déjà, le fait que deux personnes aient les mêmes animaux, ils échangent beaucoup, soit dans un jardin, et même chez nous dans les cliniques, ils arrivent. Et ça fait déjà des liens qui sont tissés, des liens d'amitié forts qui sont tissés. Donc, l'homme et l'animal. Hein. Oui, j'ai un animal. J'ai un chat, j'ai un chien. Il y a aussi au plan même de la santé, au plan psychologique, l'animal apporte beaucoup. L'animal est un grand anti-stress. Un grand anti-stress, je vous l'assure, il y a des études qui l'ont prouvé. Des personnes qui ont les animaux sont moins stressées. Même vous, Irène, vous rentrez du travail le soir, vous êtes peut-être un peu fatigué, stressé, vous arrivez, votre petit chien qui vient à côté de vous, qui vous fait des câlins, qui ne tient même pas compte de votre humeur, lui, il ne vous juge pas, il vous regarde, il est content de vous voir, il veut de la joie. Ben, c'est de la joie que ça vous donne et ça fait descendre le stress, vous voyez. Des études ont aussi montré que les animaux de compagnie sont un facteur de baisse de la tension artérielle pour les grands malades. Avoir un animal de compagnie à côté, pouvoir jouer, pouvoir le caresser, ben, vous voyez, ça fait baisser la tension artérielle. L'animal de compagnie fait faire du sport aussi, parce que les personnes âgées qui sortent avec les animaux de compagnie pour aller marcher, mais ça fait faire du sport. Ça fait faire du sport. Et donc, au niveau de la santé, il y a d'autres études qui ont montré l'importance vraiment de l'animal de compagnie au sein de la famille. Et au plan éducatif, même pour les enfants, c'est très important. Vous voyez, un petit enfant qui grandit avec un chien, si on le prend vraiment tout petit, son premier geste, c'est vouloir suivre son chien. Ça va activer sa motricité, il va chercher à suivre son chien partout. Et puis bon, il va se lever, il va marcher. Mais ça le rend surtout responsable parce qu'il va être responsable de son animal. Il va falloir le nourrir. Il faut suivre son hygiène, il faut le faire sortir. Mais ça, ce n'est pas papa ni maman qui va le faire. Donc l'enfant est une personne qui devient responsable d'un être vivant. À côté de lui, voilà, il va s'inquiéter quand l'animal ne mange pas, quand l'animal est malade, il va s'inquiéter de tout ça et ça le rend responsable. Vous savez, ça va même jusqu'au premier deuil de l'enfant. Aujourd'hui, il y a si on peut dire, des décès de chiens qu'on n'a toujours pas annoncé parce que les parents ne lui disent surtout pas parce qu'il va faire, vraiment ça va lui faire un choc. Mais quand ils acceptent qu'on le dit à l'enfant, il va beaucoup pleurer. Mais c'est son premier choc de deuil. Dans la vie, c'est important. Ouais. Donc, il y a ce plan-là éducatif, social, comme je dis, au niveau de la santé, tout ça. Donc, l'animal de compagnie, quand même, est très important. Vous voyez. Donc, c'est vrai que, comme vous avez posé la question de savoir s'il y a des risques, c'est vrai qu'il y a des risques. On va pas dire que tout va... Il y a un risque zéro. Le risque zéro. Comme j'ai dit, on est de deux mondes différents. On a nos façons de faire. Et donc, il y a surtout des risques de maladie. Sinon, c'est vrai qu'il y a des risques physiques. Tout à l'heure, on parlait du serpent qui peut se cacher dans le caniveau. Bon, ça n'entraîne aucune maladie, mais il y a cette grande peur. Ça dérange, mais il y a des risques de maladie surtout. Et si on veut classer les maladies que les animaux peuvent nous apporter, vous savez, Irène, il y a tellement de maladies. Aujourd'hui, on nous dit que 70% des pathologies des hommes ont pour origine vraiment les animaux. Les animaux. Mais ils sont pas si dangereux que ça. Faut pas en tout cas, moi, je ne suis pas trop friand des animaux de compagnie, mais bon. Non, en fait, tout dépend de comment on vit avec un animal. Moi, je suis vétérinaire, ça fait... J'ai commencé mes études en 83, j'étais avec les animaux, j'ai commencé à travailler en clinique. Vous les aimez depuis longtemps. Je ne ressens pas quelqu'un qui porte une pathologie particulière. Tout dépend de comment on vit avec son animal. Vous voyez. Donc, il y a des pathologies, il y a des risques, mais tout dépend de comment on vit avec son animal. Voilà, quels sont les risques auxquels on peut s'exposer pour après parler de comment vivre avec son animal? D'accord. Donc, comme je disais, on s'expose quand même à des risques de maladie. Et on peut essayer de les mettre un peu par mode de contagion. Comment est-ce qu'on contracte ces maladies? Vous voyez? Donc, il y a des maladies qui sont contractées ne serait-ce que par le contact. Donc, il y a la contamination par le contact de l'animal.
Ce sont des animaux qui ne sont pas toujours en train de se laver, il faut le reconnaître. Ils ont la fourrure qui fait que quand un parasite ou un microbe se pose sur eux, bon, ben, il est là, il n'est pas comme nous à se laver le soir, se débarrasser de tout ce qu'il a reçu comme souillure. Donc ce sont des animaux quand même qui sont porteurs de certains gènes pathologiques. Donc le contact peut donner la maladie la plus connue, c'est vraiment la teigne. Il y a aussi la gale. Il y a la gale. Beaucoup de gales, surtout avec les enfants qui vraiment sont toujours en train de manipuler les animaux. Et même les grandes personnes qui ne se lavent pas correctement, bon, mais font la gale, ils font la teigne à partir des animaux. À partir du chien, à partir du chat, par le lapin, même par les oiseaux, on fait facilement ces maladies. Donc ce sont ces maladies de contact. Il y a d'autres maladies, je ne vais pas tout vous citer, mais je cite vraiment les grandes maladies qu'on croise le plus souvent. Et puis, il y a ce qu'on appelle les maladies qu'on contacte par l'injection de matières souillées. C'est-à-dire par le fait qu'on manipule les animaux. Par le fait qu'on manipule les animaux. Est-ce qu'il faut porter des gants à toutes les fois qu'on s'approche de son animal de compagnie? Vous voulez parler de la clinique? Non. Si vous... Oui. Non, pas spécialement. Non. Je pense que vous voyez beaucoup de propriétaires. Quand on finit, il faut se désinfecter. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Il faut se nettoyer les mains. Parce que c'est facilement qu'on porte la main à la bouche sans faire attention, vous voyez. Donc, si on parle de la prévention, il faut se nettoyer les mains. Sinon, on a ces maladies qu'on a, comme je dis, par injection de matières souillées. Par exemple, les urines du chien, même du chat, donnent une maladie qu'on appelle la leptospirose. Donc, il ne faut pas permettre au chat d'uriner dans la maison. N'importe comment. Il faut le nettoyer quand même rapidement parce que sait-on jamais. Il faut le nettoyer. Vous voyez. Il y a les maladies qui sont transmises aussi par les déjections de ces animaux. Parce que très souvent, ce sont des animaux qu'on dit des porteurs sains qui portent la maladie. Ce sont des maladies parasitaires. Ils portent les œufs, des ascaris et autres, et ils ne vont pas faire la maladie. Mais vous qui allez les toucher, qui n'allez pas vous nettoyer, qui allez porter la main à la bouche, vous prenez ces zoochis-là et vous faites la maladie. Vous voyez? Donc ce sont les maladies parasitaires que nous avons, et il y a aussi des maladies dues à des bactéries qui peuvent entraîner des entérites comme pas possible, ce sont les salmonelloses, qu'on trouve beaucoup sur les reptiles. Les reptiles, ce n'est pas seulement le serpent, les tortues, les iguanes qui sont à la mode, tous ces nouveaux animaux que les gens amènent à la maison, donnent ces maladies et il faut tenir compte. Voyez. Et nous avons aussi les maladies par morsure, ou par griffure. Donc, la plus connue, c'est vraiment la grande vedette, c'est la rage. C'est la rage qui se transmet par griffure, par morsure. Il nous arrive de recevoir au cabinet des personnes qui nous disent ils sont venus me voir parce que mon chien a griffé leur chien. J'ai dit non, que votre chien est griffé ou qu'il est mordu, c'est le même résultat. Parce que le virus de la rage, il se trouve dans la salive. Donc, le chien est toujours en train de se lécher quand même quelque part. Donc, qu'il ait griffé la personne ou qu'il ait mordu. Mais la personne qui a été mordue, si le chien n'est pas protégé, peut faire la rage. Donc, il y a ces maladies. Il y a d'autres maladies. Ce sont ces maladies qui sont transmises par les griffes des chats. Les griffes des chats transmettent souvent des germes anaérobies qui vont développer des plaies infectées, surinfectées. Il faut faire attention à tout ça. Et puis, il y a des maladies par inhalation. Ça, c'est ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, ça, c'est les maladies qu'on reçoit en respirant. Par exemple, pour les oiseaux, vous allez avoir des gens qui ont une grande volière, les oiseaux sont toujours en train de battre des ailes, mais la poussière qu'ils vont soulever, ça peut vous donner une maladie respiratoire. Les animaux, le singe et autres font la tuberculose. Si c'est une tuberculose pulmonaire, que vous êtes en contact avec lui par inhalation, vous allez faire la maladie. Voyez. Donc il y a vraiment beaucoup de maladies qui sont transmises. Mais tout ça n'exclut pas le fait que c'est bien d'avoir un animal de compagnie, c'est bien psychologiquement, c'est bien pour son équilibre, il apaise. Mais il faut avoir les bons gestes et justement on va parler des bons gestes à avoir. Est-ce que généralement on voit des gens qui embrassent leur chien, qui font des bisous, des câlins à leur chat? Est-ce que ça c'est encouragé? Normalement, ce n'est pas encouragé. Ça, il faut le dire. On le dit souvent, ce n'est pas encouragé. Laisser l'enfant
venir faire des petits bisous au chat ou au chien, c'est pas encouragé. Parce que comme je viens de le dire, ça peut être source de maladies. Source de maladies, les gens le font. Il y a des personnes qui te disent, ah, nous, on brosse les dents de notre chien tous les matins. Bon, d'accord, mais je dis, on n'est pas du même monde. Il y a des pathogènes qui sont tolérés chez eux, mais qui ne sont pas tolérés chez nous. Donc, on peut brosser ses dents, mais bon, si ça vient de l'estomac ou de l'intérieur, ce n'est pas parce qu'on a brossé les dents que ça ne peut pas arriver. Donc, il faut éviter d'embrasser son chien, d'embrasser son chat. Il faut même, de le porter souvent même. Oui, on peut le porter. Bon, on ne le porte pas nu. Si on le porte après, il faut quand même faire sa toilette le soir tranquillement pour se débarrasser de tout ce qu'il a pu déposer sur vous. On demande même qu'on évite, on pousse même le bouchon à dire d'éviter de dormir avec les animaux. Il y en a qui dorment avec les animaux. Leurs chiens. Mais on voit ça dans les films. Hein. Dans les films, oui, on le voit parce que bon, ben, l'être humain veut tellement rendre l'animal, je ne veux pas dire humain, mais veut tellement faire en sorte que l'animal soit... Voilà, c'est vraiment son compagnon, c'est son ami personnel, il est avec lui. Mais sinon, c'est pas conseillé. Il ne faut pas dormir avec les animaux. Il ne faut pas dormir. D'abord, pour ceux qui ont des poils longs, il y a des sources d'allergie qu'on peut développer, vous voyez. Et puis, c'est un animal qui ne peut pas toujours se contrôler. Il peut faire vraiment de n'importe quoi la nuit. Et puis bon, il ne faut pas quand même souiller le lit où on est couché. Vous voyez, il faut faire attention à toutes ces choses-là. Quel autre geste pour qu'on se porte bien quand on a un animal de compagnie? Voilà, quel autre geste? Comme je disais, il y a des maladies par ingestion de matière souillée. Donc, comme vous me demandez, on ne va pas se mettre des gants tous les jours pour toucher un animal. Même nous, à la clinique, on n'est pas toujours en train de porter des gants. Mais il faut surtout se nettoyer les mains quand on touche un animal. Ça, il faut le dire aux enfants à la maison. Il faut se laver les mains. Parce que c'est très facilement qu'on contracte des maladies parasitaires. L'animal, il fait bon, il n'a pas le papier hygiénique comme nous. Mais n'empêche que bon, ben, il est quand même avec nous à tout moment. Donc, à un moment donné, il est quand même souillé. Donc, quand on le prend, il faut faire attention à se nettoyer quand même les mains. Il faut, pour les maladies par morsure, éviter surtout d'aller toucher un animal que vous ne connaissez pas. D'accord. Attendez que le propriétaire vous donne la permission. Moi, je prends le cas chez moi. J'ai mon petit animal, il est tout mignon, je m'en vante. Les gens aiment bien jouer, mais je leur dis quand vous arrivez, attendez d'abord. Attendez, on ne sait jamais, vous voyez. Donc, il faut faire attention à ne pas toucher l'animal qu'on ne connaît pas. Un animal qui est caché sous le fauteuil, n'allez pas le tirer. N'allez pas regarder un animal dans les yeux, vous le provoquez, il peut réagir. Évitez vraiment ces gestes-là. Évitez de respirer comme on dit, comme ils le font, respirer l'animal, on l'embrasse comme on veut. C'est source de maladies, toutes ces choses-là. Ok, très bien. Je rappelle que je suis avec le docteur Swaga et nous sommes presque à la fin de cette émission. Je vais lui poser seulement 2 ou 3 petites questions. Alors, docteur, à quel moment de la vie de notre animal de compagnie consulter un vétérinaire, vous consultez? Et pourquoi? Et pourquoi? Bon, il faut savoir une chose. Quand on décide d'avoir un animal de compagnie, il faut savoir que c'est un engagement fort qu'on prend. Parce que l'animal de compagnie a un coût. Ça demande de l'énergie, ça demande de l'argent, ça demande beaucoup d'attention. Donc, avant même de décider, avant même de dire je vais prendre tel animal, il faut déjà, moi je pense, il faut déjà vraiment voir un médecin, un vétérinaire, pour qu'il vous dise l'animal que vous voulez prendre. Voilà ce qui peut arriver avec cet animal. Il peut arriver que vous ayez des tout petits animaux, ils sont tout mignons, et puis après, quand ils grandissent, c'est tout un problème dans la famille. Donc, il faut vraiment aller voir le vétérinaire dès l'acquisition de l'animal. Je dirais même avant l'acquisition, avant la décision. Prendre conseil. Voilà, prendre conseil. Et quand l'animal est là, on va voir le vétérinaire. Parce que, comme je dis, il y a des maladies qu'on peut transmettre. Ces maladies, il y a plusieurs de ces maladies qu'on peut prévenir par la vaccination. Donc, le vétérinaire va vous conseiller pour la vaccination, il va vacciner l'animal, il va vous conseiller pour le déparasitage, il va vous conseiller pour l'alimentation de l'animal, parce que c'est un animal, mais il faut le bien-être de l'animal, il faut qu'il mange correctement. Il va vous conseiller pour le logement de l'animal, comment loger son animal, ne pas le déposer dans une... Il faut que l'animal ait son environnement à lui, où il peut se mettre de temps en temps, et un environnement propre. Et ça coûte cher. Parce que c'est un animal qu'on le jette. Non, ça ne coûte pas cher de balayer la niche de son chien tous les matins. Ça ne coûte rien du tout. Il faut avoir du temps. Quel devrait être, docteur, le rythme de consultation d'un vétérinaire? Combien de fois prendre un rendez-vous dans l'année? Alors, la consultation, proprement dit, moi, je conseille toujours au moins 3 consultations dans l'année. Vous allez me dire pourquoi? Parce que, comme je le dis, il faut veiller à déparasiter régulièrement son animal. Il faut veiller à voir si l'animal
est bien portant, s'il mange comme il faut. Donc, on vient, on prend le conseil, et quand le propriétaire arrive tout nouveau, le chien ou notre animal est tout petit, on est content, on prend les conseils. Mais au bout de 4-5 mois, quand on s'approche, on voit que l'animal est délaissé. Ils ont même oublié ce qu'on a dit. Donc, revenir voir le vétérinaire, c'est important pour recevoir toujours des conseils, le rappeler qu'on doit faire tel geste, on doit avoir tel geste pour l'animal, il faut le faire. Mais vraiment, mais une fois au moins dans l'année, il le faut parce qu'il y a les rappels de vaccination. Très souvent, l'animal est vacciné quand il est tout petit et après, on oublie. C'est une fois qu'il a mordu qu'on court vers nous. Qu'est-ce qu'on doit faire? Mon animal a mordu, qu'est-ce que je fais? Et là, c'est un peu tard, très souvent. Merci, Dr Swaga. Alors aujourd'hui, nous parlions avec le Dr Swaga de comment vivre avec un animal de compagnie. J'espère que nous avons donné réponse à toutes les préoccupations, ou du moins presque toutes les préoccupations que vous vous posez. Alors aujourd'hui, c'est fini. Merci, Dr Swaga, d'être passé sur notre plateau. On va prendre rendez-vous pour une autre fois. Voilà, merci, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Je vous retrouve demain vendredi pour terminer en beauté la semaine.